Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Good Manufacturing Podcast. Alors, épisode des familles, car on n'est que deux ce soir, hein. Moi et Arnaud. Arnaud, comment ça va ce soir ? Salut Paul-Adrien, écoute, ça va très bien, ça fait bizarre de se retrouver que tous les deux, mais écoute, avec plaisir quoi. Voilà, retour aux sources, comme on dit, après une petite série de petits épisodes bien intéressants avec nos deux invités. Donc ce soir deux sujets. Donc on va voir ma petite news et ensuite, enfin une news, bon voilà, là c'est pas vraiment une news mais bon tant pis. Et après on parlera du bon du premier coup. Yes. Voilà, allez bah du coup sans attendre, on commence par la news. Allez, c'est parti. Alors ce soir, news un petit peu étrange Arnaud, si je te dis intelligence artificielle, quelle est la première idée qui te vient à l'esprit ? Matrix. Ah, je pas sais mal. pas pourquoi, mais pas voilà. mal. J'en parle un peu après. Donc en général, quand tu demandes aux gens, la première idée qui leur vient à l'esprit, tu sais, c'est un peu la mort, la destruction, à cause de ce bon vieux Terminator et Arnold Schwarzenegger. Ah ouais, ok. Donc, je suis pas un grand fan de Terminator. Je vais décevoir pas mal d'auditeurs, mais je crois que j'ai pas vu tous les Terminator. Et donc, quand on parle d'IA, en fait, il faut savoir qu'elles sont entrées petit à petit dans nos vies. Et donc, maintenant, on les utilise pratiquement tout le temps. Et maintenant, on a plus peur qu'elles nous volent notre travail que nos vies, quoi, en fait, hein. On les retrouve vraiment partout. Donc, quand on utilise Google, bah voilà, l'algorithme de Google, ça va être une intelligence artificielle. On utilise tous Waze pour se repérer. Ben voilà, on met un peu notre destin dans les mains de l'algorithme pour qu'il nous fasse arriver le plus tôt possible. Pareil pour Facebook et Instagram, pour les pubs. Tout ça, c'est des algorithmes qui vont nous prendre un peu des décisions pour nous. Mais où tu nous emmènes là ? Moi, je me pose la question, où tu nous emmènes là ? Ce que je vais te parler un peu ce soir, c'est les intelligences artificielles et la médecine. Yes, ouais. Je sais pas si tu en as entendu parler. Bon, bah, on va accélérer un petit peu dans la news, mais si tu veux, les intelligences artificielles sont de plus en plus utilisées pour le diagnostic. Alors et ça, ouais. Dans la pharmacie en général, ou pareil pour les recherches de nouvelles molécules. Mm-hmm. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne un petit peu une intelligence artificielle ? Waouh. Non. J'allais dire, ouais, c'est des algorithmes et tout, mais en vrai, franchement, j'en ai aucune idée. Alors, à part, voilà, c'est des lignes de code à un moment donné, mais je m'arrête là, quoi. Ah, bah, on va en apprendre un tout petit peu plus là-dessus ce soir. Donc, en fait, la différence entre l'algorithme de Google et Terminator, c'est pas dans la définition qu'elle réside, mais plutôt dans les niveaux d'intelligence artificielle. Donc, une intelligence artificielle, tu peux avoir une définition large. C'est en gros toute machine qui montre n'importe quel type d'intelligence est une intelligence artificielle. Donc, après, tu as 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'ANI, Artificial Narrow Intelligence. Mm-hmm. Et donc, en fait, on appelle ça intelligence artificielle faible en français. Et donc, ça va être un algorithme qui va être dirigé pour une seule tâche. Et c'est vraiment celui-là qu'on va chercher dans la médecine. On va, si tu veux, il va être fait pour vraiment, par exemple, jouer aux échecs, jouer au Go ou détecter des cancers sur des radios. C'est celui-là qu'on cherche à utiliser. Ils sont vraiment super forts pour reconnaître un motif. Et ils vont être extrêmement précis et au plus ils vont rencontrer, plus tu vas les mettre devant cette situation, au plus ils vont être performants. Donc il y a un apprentissage. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'est pas la clé en fait. C'est la tâche, c'est une tâche unique. C'est ça qui va la différencier des 2 niveaux supérieurs. Donc... Comme les caméras qui détectent les mentions variables en conditionnement. Voilà, c'est ça. Donc, pour te donner un exemple, si tu vas faire détecter un chat à une intelligence artificielle, tu vas lui fourrer 10 millions d'images de chats et du coup, elle sera capable de détecter un chat par association grâce à toutes les images de chats qu'elle a eues, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tous les captcha là sur Internet là. Voilà. Où tu sélectionner les images avec des routes. Donc ça, c'est pour l'instant le seul type d'intelligence artificielle qu'on approche. Donc c'est toujours pas parfait, mais c'est le seul qu'on a. Après, les 2 niveaux supérieurs, ça va être l'intelligence artificielle générale, pardon. C'est celle qui va en français, donc c'est Artificial General Intelligence. En français, c'est plutôt intelligence artificielle forte. Et donc, c'est celle-là qui pourrait apprendre n'importe quelle tâche qu'un humain peut apprendre.
Donc là, typiquement, ça serait comme exemple une intelligence artificielle que tu trouverais dans les vaisseaux spatiaux dans la SF. Par exemple, dans 2001 Odyssée de l'espace, tu sais, c'est celle-là qui va piloter le vaisseau, jouer aux échecs avec les mecs, tenir une conversation. Donc, tu vois, elle va faire un petit peu tout et elle pourrait apprendre des nouveaux trucs. Et après, le dernier niveau, c'est l'intelligence artificielle super intelligence. Donc là, elle connaîtrait l'ensemble des connaissances de la race humaine et pourrait les utiliser et même le surpasserait. Donc là, c'est là où justement on arrive vers Matrix et Terminator. D'accord. Donc, tu as deux manières de les faire fonctionner. Tu as le machine learning, où là, je te dis, c'est ce que je te disais, où il va falloir des grosses banques de données. Et donc, au plus ces banques de données sont fiables, au plus la machine va être performante dans son apprentissage. Et en fait, maintenant, on a développé une nouvelle méthode pour apprendre en machine, c'est le deep learning. Donc, en fait, là, si tu veux, j'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, tu vas apprendre si tu veux, ta machine, à observer et interagir avec son environnement pour apprendre de façon petit à petit, quoi. Si tu veux, elle va apprendre avec l'erreur. Donc, elle va tester, rater, recommencer, et puis elle va progresser comme ça en regardant son environnement, si tu veux. Et donc, c'est ça qui nous intéresse dans les diagnostics. Et c'est ces types de machines-là, enfin, c'est ce type de learning qu'on va utiliser en médecine. Donc, ils sont basés sur des réseaux neuronaux. Et donc, par exemple, une application il y a une très bonne TED Talk d'une dame qui parle des septicémies. Et donc, il faut savoir que c'est la 11e cause de mortalité, les septicémies. Et donc, il faut savoir que chaque heure que tu perds à diagnostiquer une septicémie, tu gagnes 7 à 8% de mortalité. Donc, en gros, au plus tu avances, au plus tu es diagnostiqué tard, au plus tu as des chances de mourir. Et donc, il faut savoir qu'ils ont inventé une intelligence artificielle qui va, grâce à toutes les données que tu entres dedans par rapport au patient et par rapport à tous les dossiers médicaux que le patient, enfin, de tous les patients qui ont été nourris un peu qu'elle a vu, que la machine a vu passer, et bien sur 16 000 cas, elle a réussi à détecter en moyenne 24 heures avant le diagnostic des médecins. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même hyper impressionnant et ça pourrait sauver des vies, quoi. Ensuite, c'est pareil pour les diagnostics de type de l'arthrose par exemple. Et bien du coup, on n'avait pas moyen de détecter des signes d'arthrose avant les lésions osseuses. Et bien en fait, grâce à l'intelligence artificielle et du coup l'exploitation des données, on arrive à prédire à 82,6% à 3 ans avant les premières lésions qui apparaissent. Donc bien sûr, c'est pas encore de routine comme type de truc, mais c'est extrêmement prometteur. D'accord. Et donc les intelligences artificielles, elles vont être utiles pour tout un tas de choses. Donc elles vont pouvoir d'abord miner les dossiers médicaux pour justement créer des espèces de motifs intéressants pour le diagnostic. Elles vont également, et ça va nous intéresser aussi pour la pharmacie, designer des plans de traitement et de la médecine de précision. C'est-à-dire que grâce à toutes les données qui entourent le patient, elles vont pouvoir dire, lui, ce patient-là, il faut plutôt lui donner ce grammage extrêmement précis au vu de sa condition, de sa maladie, de l'avancée des symptômes, etc. Donc là, du coup, elle pourra donner un plan de traitement extrêmement adapté à la personne. Ouais, mais d'ailleurs, moi, je me dis, je rattache ça un peu à notre métier de tous les jours. Et je pense que c'est une des utilisations que pourrait faire l'industrie pharmaceutique en production de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui te passionne et qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est tout ce qui est la maîtrise statistique des procédés. Et pourquoi pas, grâce à une intelligence artificielle, être capable de détecter au plus tôt une dérive et avant même qu'on puisse la détecter aujourd'hui, qu'on les détecte déjà pas, quoi. C'est clair. En plus, avec la maîtrise des paramètres en temps réel, etc. Tous ceux qui font déjà de la libération paramétrique, etc. S'ils couplent ça avec un truc un peu puissant comme ça peut vraiment aider, quoi. Carrément. Quand on parle justement de traitement hyper adapté à la personne, on pourrait imaginer par exemple des imprimantes 3D qui font des comprimés au milligramme, au microgramme près, adaptés à une personne, quoi. Donc là, du coup, le lot, ça serait pas en termes de comprimés de taille unique, quoi, mais ça pourrait être des comprimés. Du coup, tu fais par exemple ton mélange de comprimés, et puis du coup, ton imprimante va imprimer au milligramme près tous les comprimés pour tous les patients qui ont commandé le traitement, quoi.
ou même directement à la pharmacie. J'imagine la validation du process et du nettoyage de l'imprimante 3D. Et imagine, dans les pharmacies, chaque pharmacie est équipée d'une petite imprimante 3D. Elle charge pour chaque traitement un espèce de petit sac de ce qu'il lui faut. Et hop, pouf, t'imprimes le comprimé à la dose requise pour le patient, parfaitement adapté. Ça donc pourrait en fait, tu fournis aux pharmacies des petits mélanges préfaits, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Ou des gros, enfin, selon par exemple le paracétamol, t'aurais une centaine de kilos dans ton arrière-boutique. Ouais, c'est un autre monde. Pourquoi pas? Ouais, c'est un autre mode de fonctionnement intéressant, quoi. D'accord, ouais, c'est intéressant, comme d'habitude. Ouais. Tant mieux. Donc, je te propose de passer à la partie principale de notre podcast et j'ai fait un petit générique spécial pour un podcast spécial. Allez, générique. on va faire un film d'horreur. Petit générique spécial, un peu mystérieux, un petit peu investigation, parce que c'est un podcast qu'on n'a pas trop préparé dans le sens où on ne sait pas vers quoi on va aller. Ouais, un podcast exploratoire. Un podcast exploratoire, exactement. Donc le sujet, le bon du premier coup. On en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Ouais. Et donc ce de quoi j'aimerais parler avec toi, Arnaud, ce soir, c'est pourquoi les grands groupes pharmaceutiques ne mettent pas en place le bon du premier coup, alors que le lien avec la performance est évident. Pourquoi personne ne considère cet indicateur? Donc pour commencer, je te propose de parler... Parce que c'est pas facile d'attaquer comme ça. Non, mais il y a un truc là, déjà dans ce que tu m'as dit qu'il faut qu'on aborde assez rapidement, je pense, dans cette discussion, c'est le fameux... alors que c'est évident qu'il y a un lien avec la performance, je pense que c'est pas si évident pour tout le monde. Ah ouais. Et je pense que c'est un des facteurs. Et puis, ouais, alors après, tu vois, hein, le bon du premier coup, sur certains sites. Moi, j'ai vu après, le problème, c'est comment est-ce qu'il est mesuré. J'ai vu un directeur de site un jour qui m'a parlé de son bon du premier coup dans nos premiers échanges. Tu vois, donc je me suis dit, ah ok, le bon du premier coup, c'est son indicateur principal. Puis après, quand je suis allé voir sur le site, c'était pas vraiment du bon du premier coup, quoi. Et du coup, tu avais une question. Ma première question, c'est déjà, voilà, quand on dit bon du premier coup, de quoi on parle? Alors, est-ce que du coup, on pourrait commencer par définir ce que c'est que le bon du premier coup? Ok, ça c'est un beau challenge. Bon du premier coup, bah tu prends le truc au pied de la lettre. C'est quoi? C'est tu fais une action, tu livres un livrable, je dirais. Bon, donc il correspond à tout ce que tu attendais en termes de qualité. Aux spécifications. Ouais, spécifications. Alors après, je parle de qualité, pas au sens assurance qualité, et je parle de pas volontairement pas de spécification et volontairement pas de produit, mais de livrable, parce que ça peut s'appliquer à n'importe quelle activité. Exact. Mais du coup, tu fais un livrable bon, donc qui répond à ce que t'attends, mais voilà. Répond aux attentes du client. De la première, dès la première réalisation. Je le définirais comme ça, de manière un peu basique. Après, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi derrière, quoi? C'est surtout ça qui est assez intéressant. Ouais, je sais pas, toi, t'en penses quoi? Toi, tu rajouterais des trucs, Ouais, je rajouterais à ça que c'est aussi une philosophie, justement, de quand c'est pas bon du premier coup, il y a toute une mécanique qui se met en place derrière pour que du coup, la prochaine fois, ça le soit. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre en place une investigation efficace qui va dire, enfin, tu vas déjà, à chaque fois que tu vas le mesurer, déjà que tu l'as pas fait du premier coup, tu vas le signaler, tu vas l'enregistrer, et ensuite, tu vas investiguer pourquoi. Donc, déjà, tout le monde est concerné parce que t'as pas fait du bon du premier coup. Tu vas trouver pourquoi tu l'as pas fait. Et ensuite, tu vas mettre en place toute une série d'actions qui va permettre que la prochaine fois, tu le fasses bon du premier coup. Et ça, c'est une culture. Donc, t'as la notion de c'est quoi bon du premier coup, et puis t'as la culture derrière
en fait, c'est la culture du bond du premier coup. L'autre jour, tu parlais de la culture de la CAPA. Bah, on peut parler de la culture du bond du premier coup. Pour moi, ça devrait être la culture prédominante dans l'industrie pharmaceutique. Ça devrait être enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais moi je trouve que n'importe quel directeur industriel, n'importe quel directeur de site dans l'industrie pharmaceutique, sa préoccupation première devrait être le bond du premier coup. Alors après, qu'on soit clair, hein, on visera jamais un 100% du bond du premier coup, ça c'est clair. Mais ça devrait être la préoccupation de tout le monde. Et du coup, ça devrait être ancré dans la culture de notre secteur. Mais ça ne l'est pas. Et notre secteur, moi je suis désolé, mais ce que je vais dire c'est peut-être un peu dur, mais ce que je vois sur les sites, c'est qu'on est toujours en train de regarder comment ça se passe dans les autres secteurs, on essaye de faire ce que font les autres. À un moment, il est peut-être temps aussi d'imposer notre propre manière de voir, d'arrêter d'essayer de faire comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme le spatial, comme le nucléaire. Chacune de ces industries que je viens de citer, elle est différente, elle a des enjeux différents, des process différents, des produits différents, des difficultés différentes. Et donc, j'imagine pas. Après, c'est peut-être naïf de ma part, mais moi, j'imagine pas qu'il y a un modèle de fonctionnement, de stratégie, de pilotage qui s'applique à n'importe quelle industrie. Et j'ai le sentiment profond, et c'est pas démontré ou quoi, mais c'est vraiment un sentiment profond que l'industrie pharmaceutique devrait mettre le bond du premier coup en tête de liste. Et parce que en fait c'est l'indicateur principal ou peut-être l'unique indicateur qui soit universel, mais surtout qui allie performance et qualité. Et quand tu disais tout à l'heure que c'est une évidence que le bond du premier coup sert la performance, quand tu le dis comme ça de manière théorique, etc., oui, c'est une évidence. Quand tu le vis au quotidien sur les sites, c'est une évidence pour personne. C'est une évidence pour personne. Quand tu vois un responsable de production, on va dire même un responsable de conditionnement, où la seule chose qui l'inquiète, c'est son TRS, bah voilà. Donc non, c'est pas une évidence pour lui que le bond du premier coup, c'est bon pour la performance et que ça devrait être ce qui devrait être sa préoccupation première. Donc ouais, enfin c'est un peu cette situation moi aujourd'hui, et je me dis que on doit mettre ça en stratégie numéro 1. Et en plus de ça, le bond du premier coup, alors il y a le côté performance, on va revenir peut-être après dessus sur pourquoi est-ce qu'on dit que ça sert à la performance. Le côté qualité, bah, bien évidemment, ça sert à la qualité, mais en plus, et pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui devrait parler à tous les RSE dans les industries, c'est aussi la manière d'être responsable, d'avoir une industrie responsable. Qu'est-ce que tu veux dire par RSE ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc en fait, c'est le développement durable, c'est les personnes qui sont en charge d'allier social, environnemental et économique. D'accord. Et donc voilà, donc responsable, parce que qui dit bon du premier coup dit tu vas pas jeter des lots, tu vas pas jeter des produits, tu vas pas jeter de l'énergie, tu vas pas jeter des matières, tu vas pas consommer pour rien. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Petit clin d'œil au lean manufacturing. Ouais, mais le bon du premier coup, c'est pas que pas de gaspillage. Parce que voilà, je voudrais pas qu'on tombe dans le travers de se dire comme le lean, enfin pas comme le lean, pardon, mais de se dire que de se focaliser sur le bon du premier coup, c'est juste prendre la partie gaspillage de toutes ces démarches d'amélioration, dont le lean. Mais il y a pas que ça, il y a aussi du coup le gain de capacité. Donc c'est pas que du gaspillage de produits, c'est aussi du gaspillage de temps. C'est du coup c'est de la perte de plein d'autres choses. C'est pas que des produits quoi. Ah, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le bond du premier coup, c'est justement, tu fais attention à pas que ça se reproduise. Ça, pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même un truc qui me marque pas mal par rapport aux autres démarches où forcément, tu es obligé de investiguer et regarder pourquoi ça. Tu comprends, quoi. Tu essaies bien de comprendre. Et donc, j'ai regardé quand même. Alors, ouais. Là, excuse-moi, je te coupe, mais
t'es dans la vision réactive au bond du premier coup, mais en plus, je sais très bien que toi, tu as cette vision proactive, mais du coup, là où tu commences à rentrer dans une culture ancrée du bond du premier coup, c'est qu'en fait, t'as mis en place des démarches au quotidien pour anticiper les risques de déviation, de problèmes, etc. Donc, t'investigues même, enfin, ça devient presque plus de l'investigation, quoi. Ça devient un comportement au quotidien. Ça. Ça c'est l'extension. Enfin, je veux dire, ça vient pas spontanément aux personnes de se dire bon bah voilà, comme la HSE, on va essayer de détecter les problèmes en amont qu'ils arrivent, parce qu'au final on peut pas se permettre que quelqu'un se prenne une palette sur la tête et soit blessé ou meurt. Donc là on va faire attention à ce que bah voilà, il y ait rien dans l'équilibre. On va faire attention à ce qu'il y ait pas des rouages exposés où on pourrait fourrer sa main dedans, etc. Et donc, voilà, on pourrait faire la même chose avec la qualité, c'est-à-dire essayer de détecter en amont les situations à risque qualité, ce qu'on fait au final globalement jamais, parce qu'on n'a pas le temps, parce que je sais pas pourquoi, hein, mais... parce qu'on est dans un monde où la qualité, je suis désolé, mais elle est... il est temps qu'elle change, quoi. Elle est réactive, quoi. Elle est... je réagis à une déviation, je réagis à une inspection, je réagis à des nouvelles contraintes réglementaires, je réagis, quoi. C'est vrai qu'on appelle la qualité quand il y a un problème. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. On n'est pas du tout dans un monde de proaction dans la qualité. Et puis alors, tu peux avoir des concepts magnifiques comme le total management par la qualité ou des trucs comme ça. Je me rappelle plus exactement. C'est des choses que je voyais pendant mes études. J'ai jamais vu ça en application, nulle part. Et faut juste changer un peu la mentalité et faut faire rentrer la qualité dans une nouvelle manière, dans une nouvelle façon de penser, quoi. Tout un programme. Et donc tu me disais voilà, on pilote par beaucoup d'indicateurs et pas le bon du premier coup. Donc quels sont, selon toi, les indicateurs par lesquels on pilote dans l'industrie pharmaceutique ? Alors, à quel niveau ? Au niveau opérationnel ou au niveau site ? Ouais, au niveau... au niveau entreprise. Est-ce que ça change ? On pilote les coûts. On pilote les coûts. On pilote les coûts, ouais. Le revenu, les coûts. Et du coup... Et comment on pilote la qualité, alors ? Est-ce qu'il y a un indicateur qui permet de piloter la qualité sereinement, au final ? Je sais pas, parce que en fait, on nous sort à chaque fois une batterie d'indicateurs avec j'ai combien de CAPA hors délai, j'ai combien de déviations hors délai, j'ai combien de CAPA dans le mois qui ont été faites, j'ai combien de change control en cours. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes batteries d'indicateurs. Il y a le CNQ aussi, le coût de non-qualité. Le but de tout ça ? Ouais, ok, d'accord. Alors attends, on va y venir après. Mais du coup, on a tous les sites qui remontent. Alors je parle encore plus dans les grands groupes, tous les mois, une batterie d'une dizaine d'indicateurs sur la qualité. C'est quoi l'objectif de tout ça au final ? C'est quoi l'objectif de tout ça ? C'est de montrer prendre quoi ? la santé, d'avoir la santé et de la qualité sur leur site. Là, c'est-à-dire, ouais, mais la santé, c'est quoi ? Ça veut dire quoi quand on a des déviations hors délai à tir-larigot, on n'est pas en bonne santé, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi ? Les mecs sont en retard, du coup, c'est ça. Du coup, ils poussent pour que ça soit résolu. et ouais, mais du coup, pourquoi résoudre ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à nos déviations en retard ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à notre nombre de CAPA faites ? Pourquoi S'il y a des déviations non résolues en retard, ça veut dire que théoriquement il y a des produits en retard et que du coup tu vas avoir des ruptures. Ouais, mais ça c'est une vision supply. Ça c'est une vision supply. Moi je te parle de la vision donc des rapports qui montent au directeur qualité corporate ou des trucs comme ça. Où lui il s'en fout c'est un peu cash ce que je dis, mais c'est pas sa préoccupation première de se dire j'ai des lots qui vont avoir 10 jours de retard. Ça va être la préoccupation première de la supply. Donc pourquoi est-ce qu'il veut savoir que il a tant de pourcents de déviations qui sont clôturées au-delà des 30 jours ? C'est quoi l'intérêt de savoir ça ? Par extension, s'il sait que ces déviations sont traitées correctement, ça veut dire que globalement les mecs s'en sortent, quoi. Mais est-ce que parce qu'une déviation est traitée en plus de 30 jours, ça veut dire qu'elle n'est pas traitée correctement ?
Bah alors ça, c'est Non, mais justement... tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que on s'inquiète de ces indicateurs. Pourquoi les indicateurs de performance de qualité sont ceux-ci? Pourquoi est-ce que l'indicateur numéro 1 de performance de la qualité n'est pas justement peut-être le bon du premier coup? Et d'autres activités, hein, mais voilà. Et du coup, quand tu me poses la question de c'est quoi l'indicateur clé de la qualité aujourd'hui qui est piloté, bah, alors peut-être que je me trompe, et sûrement, et il y en aura sûrement qui contrediront, mais moi j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, N'hésitez pas à commenter d'ailleurs. Hein. il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a cette batterie d'indicateurs qu'on retrouve partout, quoi. Et alors, tout du coup, ça, et alors, ouais, donc le coût de la non-qualité, ouais. Extrêmement difficile à mesurer. Voilà, moi je trouve ça super intéressant, le coût de la non-qualité, parce que quand tu commences à regarder les choses au travers du prisme du coût de la non-qualité, en fait, c'est là où tu te rends compte que la qualité, c'est la base de toute la performance de ton site, de ta production, de ton industrie. Mais, comme tu le dis, c'est ultra compliqué à mesurer. Je me rappelle quand on était ensemble, qu'on avait fait cette journée là, il y a quelques mois en arrière. On partagera peut-être ça. Ouais, décortiquer tous les éléments qui rentraient dans le coût de la non-qualité, c'est un truc de malade. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, oui, bah, il y a bien sûr qu'il y a des sites, il y a des entreprises qui mesurent le coût de la non-qualité, mais ils oublient les trois quarts. Ils oublient les trois quarts du coût de la non-qualité. Quel site mesure le coût de la non-qualité et dans ce coût de la non-qualité intègre le coût des personnes qui passent du temps à investiguer? Des personnes qui passent du temps à retraiter, oui, genre un retraitement, tu vois, de l'eau. Hop, ça rentre dans le coût de la non-qualité. Mais les personnes qui font le protocole pour définir le retraitement, les personnes qui investiguent, il y en a qui ça coûte un bras. En plus, c'est pas des salaires si dérisoires que ça, quoi. Les personnes donc qui investiguent, les personnes qui font des CAPA, tout ce temps, toute cette charge, ça, alors oui, c'est de la charge, c'est pas des euros, mais si on veut, on peut le transformer en euros. Et là, tu vas voir que le coût, il est énorme. Parce qu'en fait, quand tu commences à rentrer là-dedans, mais tu mets toute ta masse salariale de tes qualiticiens en coût de non-qualité. Vu qu'ils sont pas proactifs, vu que dans la majeure partie de leur temps, ils sont pas proactifs mais réactifs. Mais voilà, c'est ça. Alors c'est pas très sympa pour eux quand je dis ça, mais parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est les premiers à s'en plaindre, mais parce qu'aujourd'hui, bah comme on le disait tout à l'heure, quoi, c'est réactif, quoi, on réagit au problème, et donc finalement tout ça, c'est la non-qualité. Et alors, si le coût de la non-qualité est si difficile à mesurer, pourquoi le bon du premier coup serait facile à mesurer? Alors, est-ce que c'est facile à mesurer le bon du premier coup? Le bon du premier coup, ouais, moi je pense que c'est quand même assez facile à mesurer. Il suffit de définir tes process. Et là, attention, hein, je parle pas du... Parce que, alors après, il y a cette notion peut-être aussi qui le rend facile à mesurer, c'est que c'est universel. C'est le bon du premier coup, ça parle à tout le monde. Tout le monde est capable de comprendre ce qu'il y a derrière le bon du premier coup. Ça commence à devenir plus délicat quand on parle de coût de la non-qualité. Et on le voit. Ouais, c'est beaucoup moins explicite, c'est vrai. C'est vachement moins explicite. Le bon du premier coup, ça parle à tout le monde. Donc ça, c'est déjà un premier point qui fait que c'est sûrement plus facile à mesurer. Mais par contre, quand on dit que ça parle à tout le monde, ça veut dire qu'on peut le mesurer pour toutes les activités, mais il faut pas le mesurer en termes de secteur. Le bon du premier coup de la prod, le bon du premier coup de la qualité, le bon du premier coup du QC, le bon du premier coup de la maintenance, non. Il faut penser, alors là, oh là là, je sais pas dans quoi on met les pieds là, mais il faut penser en termes de process. Quand tu commences à penser en termes de process, là, ça va être beaucoup plus facile de mesurer ton bon du premier coup, parce que tout process, c'est un enchaînement d'activités qui vise à la fin, donner un livrable. Et si tu regardes ce livrable, que tu définis ses critères, ses caractéristiques, tu vas pouvoir donc avoir un livrable, une dizaine de caractéristiques, et tu vas pouvoir dire, bah tiens, celui-ci,
ce livrable-là, il répond à... Donc, les 10 caractéristiques sont bonnes. Hop, c'est bon du premier coup. Boum. Voilà. Et c'est là que ça diffère vachement du coût de nos qualités. C'est-à-dire que bon du premier coup, c'est 1 ou 0. Coût de nos qualités, c'est 30 €, 40 €, c'est 12 heures, c'est 10 trucs, enfin j'en sais rien. Donc c'est 10 égouvillons, c'est tout un tas de machins. Tandis que là, le bon du premier coup, effectivement, c'est 1 ou 0. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus simple. Et donc c'est universel, c'est simple. Et au final, tu peux aligner tout le monde dans le même sens. Et ça, je pense que c'est aussi un point qui est ultra puissant dans le bon du premier coup. Je sais pas si t'as en tête cette image, on pourra peut-être la mettre aussi avec les 2 ânes là. Qui tirent sur la corde, ils veulent aller bouffer dans le petit tas de foin chacun de leur côté, et puis du coup ils tirent tous les deux et en fait personne n'arrive à les manger jusqu'au moment où ils se rendent compte que attends, on peut peut-être aller ensemble à droite puis ensemble à gauche, et là ils arrivent à manger. Et ça, c'est aller dans le même sens. Et aujourd'hui, moi je suis désolé, alors je remets les pieds dans le plat, mais quand t'as un responsable de prod qui pilote les TRS, qui va du coup aller chercher à gagner une demi-heure sur son changement de format pour améliorer son TRS, et à côté de ça, t'as un responsable de qualité qui va chercher à diminuer son nombre de déviations. Bon, à un moment donné, dans cette demi-heure, ce qu'on disait l'autre fois avec Shakir sur le lean, y a des gens qui vont être sous pression, qui vont peut-être faire plus d'erreurs, et du coup, boum, plus de déviations. Donc il y en a un qui va améliorer son indicateur et l'autre qui va le dégrader. Du coup, en fait, le qualiticien il va dire non, mais faut ralentir le changement de format, faut arrêter de nous faire des erreurs au changement de format, machin. Et bim, t'as 2 personnes qui vont dans des directions différentes, t'as 2 personnes qui sont en tension, qui se fightent tout le temps, tous les jours. Alors que si tu les alignes sur le bon du premier coup, là, t'as tout le monde qui va dans le même sens, quoi. Ouais, c'est ça. Là, les gens s'assistent et s'entraident au lieu de du coup cacher et râler, quoi. Après, on peut se poser la question, alors si on limite un peu le périmètre pour faciliter la compréhension du monde du premier coup, c'est quoi l'intérêt d'un responsable de production de faire bon du premier coup ? C'est quoi ta vision là-dessus ? C'est quoi l'intérêt d'un responsable de fabrication, de production, de faire bon du premier coup ? Quel intérêt il a là-dedans par rapport à avoir un bon TRS ? C'est qu'il peut donner des dates bonnes directes. Ouais. Tu veux un truc pour demain et tu sais que voilà, tu mets un jour à faire ton process, tu veux dire t'inquiète, 100% de chance, demain tu l'as. Ok, donc en fait il réduit la variabilité dans ces temps de cycle. Et si tu réduis ta variabilité, forcément ton client interne et externe sera toujours vachement plus satisfait. C'est-à-dire que du coup, si au restaurant, un coup tu y vas et t'as ta pizza en 10 minutes et tu y vas la fois d'après, donc tu l'as en améliores ses délais. Tu améliores ses délais. En quoi est-ce que ça lui améliore aussi ses coûts ? Du coup, il n'a pas de retraite, il n'a pas besoin de faire de retraitement. Et du coup, il jette moins. Il n'a pas besoin de. Ouais, donc il fait des économies sur tout ce qui peut être de la destruction. Donc déjà, voilà, nos auditeurs responsables de prod, allez regarder effectivement tout ce que vous jetez, et pas en termes de l'eau, mais même, je sais pas, les boîtes, les machins, les trucs que vous jetez parce que ça a mal été réglé au début, ou tu vois. Ça, par contre, ça doit pas être énorme. Hein. Non, mais prenez tout, enfin, le temps, tout ça. Enfin, ça doit pas être énorme. Tu sais, c'est les petits cours d'eau qui font les grands fleuves. Hein. C'est quand tu prends la somme de tout ça, quoi. Et voilà, tout ça, c'est des trucs que tu peux économiser quand tu fais bon du premier coup. Donc déjà, voilà, tu gagnes sur la charge, donc sur la charge de tes opérateurs, puisque du coup, effectivement, tu te retrouves pas des fois à devoir envoyer des opérateurs pour faire du retraitement, des trucs comme ça. Ouais, moi je suis plus convaincu franchement par tu peux d'abord fiabiliser tes délais et ensuite une fois que tes délais sont fiables, chaque petite erreur et chaque chose qui va pas dans le process tu peux le corriger un à un et du coup au final tu vas avoir le temps optimal et du coup c'est pareil, après tu libères du temps aux mecs de la qualité pour qu'ils puissent faire de l'amélioration continue et là ils bossent ensemble au lieu de faire, tu vois, par exemple le changement que tu voulais faire depuis longtemps sur la variation de je sais pas quoi et tu voulais qualifier je sais pas quoi, du coup tu vas débloquer ce temps parce que du coup tes délais sont fluviables, t'as pas un lot à réintégrer en 30 secondes la semaine prochaine pour
Parce que du coup, tu l'as raté il y a 3 semaines, donc du coup, il faut que tu réintègres ça dans le planning plus tard. Et là, boum, tu te reprends une semaine dans la vue, et puis après un nettoyage, et puis etc. Et puis une fois que tu as fini de nettoyer, oh merde, ton nettoyage, il est pas bon, bah du coup, t'en refais un. Et au final, ben voilà, petit à petit, hop, ton équipement qui n'était pas censé être saturé au début de l'année, au début du planning, boum, à la fin de l'année, il se retrouve à être sursaturé, alors qu'au final, tu as produit beaucoup moins, ou moins. Ouais. En fait, tu vas gagner du temps de production parce que du coup, tu sais, ce que tu perds en boîte, franchement, le coût d'un article de conditionnement, c'est zéro, quoi. Oui, non, bien sûr, non, mais je pense que, alors, effectivement, c'est peut-être les coûts autres. Il y a le côté délai, mais il y a aussi, en tout cas, le côté coût où tu gagnes grâce au monde du premier coup, c'est évident. Et après, il y a un autre élément sur lequel tu gagnes et sur lequel tu peux gagner pour tout le monde, c'est le stress pour les équipes, quoi. Le stress, la pression, c'est l'ennemi numéro 1 du bon du premier coup, j'aurais tendance à dire. Et en même temps que je dis ça, c'est bien, on est dans un podcast exploratoire. Je me dis, on est dans un monde où c'est vachement philosophique ce que je vais dire, mais on est dans un monde où on veut produire toujours plus vite, sortir plus de l'eau. Chaque année, on est content quand les volumes ils augmentent, on sait qu'on va vendre plus, on sait qu'on va produire plus, c'est cool, machin, très bien. Et du coup, dans ce monde-là, je vais pas me lancer dans une critique ou quoi de ce monde-là. Hein, ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas le but de ce podcast de se positionner, de critiquer ça. Non, en tout cas, je ne le crois pas. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, le monde il est comme ça. Et à côté de ça, du coup, ça génère quoi ? Ça génère forcément de la pression sur les équipes. Faut produire plus. Cette année, on a 20% de volume de plus à faire que l'année d'avant. Faut produire plus. Produire plus. Donc forcément, tu crées de la pression. Et cette pression-là, bim, tu fais des erreurs. Et du coup, tu fais des erreurs. Donc en fait, finalement, tu vas produire peut-être tes 20% en plus, mais ça t'aura pris 40% d'énergie en plus. Tu vois, et c'est là où le bon du premier coup, finalement, c'est un peu, c'est une démonstration qu'on avait fait, on en a déjà discuté, mais si tu prends deux process différents, l'un qui te livre des produits, un lot, il te fabrique un lot pour 1 euro, d'accord, et en un jour. Donc t'as le process numéro 1, il fait un lot en un jour pour 1 euro. T'as le process numéro 2, qui fait un lot pour 1,20 € en un jour, en 1,2 jours. Ok ? Comme ça, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, putain, le premier, il est quand même vachement plus intéressant. Hein. On va prendre le premier. Moi, je mets mes pièces sur le premier, quoi. Et maintenant, si je te dis que le problème de ces deux process, c'est que de temps en temps, il y a un truc qui se passe pas bien. Et quand ça se passe pas bien, ton process, il va pas te coûter 1 euro ou 1,20 €, il va te coûter 1,40 €, on va dire. Et il va pas te faire un lot en un jour, ou 1,2 jour, mais en 1,4. Ok ? On va dire 1,50 € et 1,5 €. Allez, hop. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, tu te dis, ouais, ok, très bien. Et si maintenant je te dis que ton process à 1 euro qui produit un lot en un jour, il a un bon du premier coup à 40%, et l'autre, il a un bon du premier coup à 80%. Tu choisis lequel maintenant ? Faut calculer. Voilà, faut calculer. Alors au bout de 30 jours, je te donne, hein, j'avais fait le calcul, c'était peut-être pas tout à fait ça, mais au bout de 30 jours, ton process à 1 euro qui produit des lots en un jour, avec un bon du premier coup à 40%, je crois que grosso modo, ça faisait 24 lots en 30 jours pour 30 centimes du lot. Grosso modo, je me rappelle plus des chiffres exactement. L'autre process qui semble moins bien à 1,20 €, qui produit un lot en 1,2 jours, avec un bon du premier coup de 80%, il produisait un lot de plus en 30 jours pour 3 centimes de moins peut-être, ou 2 centimes de moins, donc 28 centimes le lot. Donc au final, au bout de 30 jours, le process qui était le plus lent et le plus cher te permet de produire plus de lots pour moins cher. Le paradoxe.
Le paradoxe, il est là. Et qu'est-ce qui explique ce paradoxe? C'est le bon du premier coup. Et quand tu commences à rentrer dans cette vision du bon du premier coup, tu vois les choses complètement différemment. Est-ce que, alors c'est toujours ce même exemple, mais c'est parce que c'est malheureux, on le voit sur tous les sites. Est-ce que ces 30 minutes que je vais gagner au changement de format vont vraiment me permettre de faire sortir plus de l'eau à la fin du mois? Moi, je suis pas sûr. Tu fais quoi? Tu fais 3 changements de format dans le mois ou dans la semaine, pardon. Ok, bah donc tu vas gagner 1h30 par semaine. Super, ouais, génial. Et puis à côté de ça, t'as les déviations qui s'accumulent. Et puis t'as les lots que tu mets de plus en plus de temps à libérer. Et voilà, donc penser bon du premier coup, ça permet aussi de se dire où est-ce qu'elles sont les priorités et comment je fais. Est-ce que c'est vraiment gagner 30 minutes à mon changement de format, ou est-ce que c'est faire en sorte enfin que cette déviation récurrente, vous savez, celle que vous en avez tous une sur vos sites, je la traite et je la tue, elle revient plus, quoi. Et donc la prod a tout à fait intérêt à mesurer et piloter le bon du premier coup, au même titre que la qualité, puisqu'au final tu produis plus et pour moins cher. Alors, du coup, ok, mettons qu'on prend le bon du premier coup comme indicateur. Comment tu fais pour empêcher que tes coûts grimpent? C'est-à-dire que du coup, tu le mets et puis du coup, on dit voilà, c'est la seule préoccupation de la boîte. Et donc là, tu vas avoir tout le monde qui va venir vers toi et qui va faire ouais, machin, ma machine, elle est pas fiable, elle fait toujours des mauvais, elle est trop vieille, il faut absolument la changer. Donc soit, ça coûte combien? Voilà, ça coûte cher, ça coûte 3 millions de refaire, parce que du coup c'est la machine centrale, et ça coûte 3 millions de refaire tout cet atelier, quoi. Tu produis quand même, mais c'est comment tu fais pour justifier, du coup? Est-ce que tu te lances, tu fais bon, ok, on va le changer, de toute façon c'est l'objectif ou pas? Qu'est-ce que tu le mets au budget? Tu fais quoi? Bah après ça dépend, c'est quoi le problème que te génère cette machine, quoi. Disons que c'est un gros problème de contamination croisée, par exemple. Alors, c'est une vieille machine. On dirait que t'as une idée en tête. Non, pas forcément. Mais... Non. Ok, bah là, ok. Attends, mais là, du coup, tu me facilites. Et comme quoi, tu vois, le fond, c'est pas forcément de dire ouais, il faut la changer. C'est pourquoi tu veux la changer. Alors là, tu me poses un truc assez intéressant. Ok, un problème de contamination croisée. C'est quoi le bénéfice du risque évité, quoi? Le bénéfice du risque évité, c'est cette notion de ok, donc t'as un risque, t'as cette contamination, elle est dans ton exemple, elle est avérée, ce que je dirais, mais par contre, elle est pas forcément détectée facilement, donc potentiellement personne ne dirait rien. Bon, c'est un peu, on est à la limite du peut-être pas de la malversation, mais voilà, de se dire ouais, bah les inspecteurs ils le verront pas, on continue, voilà, bon, ok. Mais imaginons, c'est quoi le bénéfice du risque évité? Le risque ici, c'est quoi? T'as une contamination croisée. Plusieurs choses. On va même pas prendre le fait que je dirais que c'est même pas que t'as une contamination croisée détectée sur un lot qui est encore en production, quoi. Ça, c'est rien comme risque. C'est rien. Enfin, c'est énorme, hein, mais c'est pas le plus gros risque que t'as dans cette situation. Le plus gros risque que t'as, c'est qu'un jour, effectivement, en inspection, on se rende compte que tu ne maîtrises pas du tout cet équipement, que tu te retrouves avec, du coup, en fait, des produits contaminés, que tu ne mesures pas cette contamination, que tu vis avec. Là, on rentre dans un cas un peu grave, hein, j'ai envie de dire. Ouais, donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Mise en demeure, injonction, fermeture du site jusqu'à remise en état, rappel de l'eau. Bon, ça peut aller loin, hein, mais du coup tout ça, bah, ok. Ouais, donc fermeture du site jusqu'à remise en état. Bah du coup, 3 millions, tu vas devoir les investir quand même. Après, du fermeture coup, du site, tous les comment? Tu peux fermer l'atelier. Ok, fermeture de l'atelier. Mais moi je pense que si on prend ton exemple là, avec en gros on a continué à tourner, on le sait, on a continué à tourner parce que les inspecteurs le verraient pas. Je pense qu'un inspecteur qui tombe là-dessus, il va se dire ouais, mais on va aller voir tout le site, hein.
Bon, peut-être pas qu'il va te fermer tout le site, mais on en a déjà vu des sites qui ont pris très cher, très très cher. Alors c'était peut-être plus aux États-Unis, mais à cause de problèmes comme ça, et qui se sont retrouvés à arrêt du site jusqu'à mise en état. Projet de 1 an, donc pendant 1 an, t'as un site, tu payes des gens, tu produis pas, tu sors rien, quoi. Hein? Ça c'est voilà, c'est dramatique. Et c'est pas ça le plus dramatique. Parce que bon, bah là, du coup, tu perds un certain nombre de mois de production de ton atelier ou de ton site dans le pire cas. Tu perds aussi, tout est le rappel de l'eau, donc tout est l'eau, boum, poubelle. Tu prends cher, mais comme jamais sur ton image de marque. Et moi, je me rappellerai toujours. Et on sait toujours pas d'ailleurs si c'est du lard ou du cochon cette histoire, mais tu sais la fameuse contamination croisée de Teva il y a quelques années en arrière. Sur les Olpidem ? Ouais, un truc comme ça. Après, alors avec des pincettes à vérifier ce que je vais dire, parce que là j'ai pas vérifié mes sources à l'instant, mais il me semble que ça s'était terminé, qu'en fait finalement il n'y avait pas vraiment eu de contamination croisée et que c'était la patiente qui s'était mélangée, j'en sais rien. Mais bon, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, que c'était confirmé ou pas, l'image de marque, elle a pris un sacré coup. Et là, tu le payes cher aussi, cette image. L'image de ton entreprise sur le marché. Et puis, tu perds la confiance des inspecteurs. Et alors là, je peux te dire que tu vas être regardé à la loupe à chaque fois. Hein. Donc finalement, ouais, tes 3 millions, si tu prends tout ce que tu perds, tout le risque que tu as à côté, c'est pas 3 millions, hein, c'est des centaines de millions d'euros. Alors après, bien entendu, un bénéfice du risque évité, c'est aussi quelle est la probabilité que ce risque il se produise. Hein mais du coup, je sais pas, est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 0,1%? Mais face à des centaines de millions d'euros, bon bah en gros, on va dire que... encore une fois, c'est notre fameuse matrice, gravité, détectabilité et occurrence. C'est ça. À la conclusion, en fait, c'est voilà, quand au final, ça vaut toujours ça vaut toujours le coup d'aller vers le bon du premier coup si le risque est avéré, quoi. Ça, après, voilà, je suis pas en train de dire changer tous vos vieux équipements, etc. Attention, on peut faire des belles choses avec des vieux équipements, avec une bonne conception, avec de la bonne, de la bonne maintenance, la maintenance qui fait bon du premier coup. Enfin, tu vois, il y a... Donc oui, la première question que je t'ai posée, c'est quand même pourquoi est-ce que tu me dis que ton équipement il te permet pas de faire bon du premier coup? Et donc tu regardes la gravité de cet impact et est-ce qu'il te permet vraiment pas de faire bon du premier coup, etc. Si ton vieil équipement il fait que à chaque fois que tu produis un lot sur cet équipement, t'as une déviation et du coup bah en fait t'es jamais bon du premier coup, là tu peux te poser la question. Le même équipement à 3 millions, ok, c'est pas dans les mêmes conditions de ce que tu m'as décrit. Le même équipement à 3 millions, je sais pas, il a un petit défaut qui fait qu'à chaque fois que tu fais un lot, t'as une déviation. À chaque fois. À cause de cet équipement. Là, tu vas avoir du mal à justifier l'équilibre entre le coût et le changement de l'équipement. Parce que ta déviation, je sais pas, ça va te coûter quoi? Ça va te coûter un peu de temps d'investigateur, un peu de temps, alors peut-être de retraitement, j'en sais rien. Bon, si ça fait du retraitement, je pense que ça va augmenter un peu ton coût, mais tu vas pas arriver aux 3 millions tout de suite. Après, tu vas peut-être... tu peux peut-être trouver d'autres solutions, du coup, j'en sais rien, mais mettre en place une démarche qui fait que quand tu utilises cet équipement, tu fais telle ou telle manœuvre en plus, ou j'en sais rien, enfin, tu vois, mais... On peut toujours trouver une action pour remettre en conformité, à mon avis. Enfin, mais oui, bien sûr, sans forcément dire il faut changer l'équipement, quoi. Et en plus, c'est ça le bon du premier coup, tu vois, c'est voilà, tu vas regarder pourquoi, et puis tu vas essayer de mettre une action pour que la prochaine fois, tu l'as bon du premier coup, quoi. Mais en fait, la culture du bon du premier coup, c'est refuser de vivre avec des problèmes qui reviennent. Il faut refuser ça. Il faut le refuser. Alors après, moi, attention, quand je dis ça, en même temps, je me dis, quand je parle de déviation, je dis oui, on peut accepter que certains problèmes reviennent.
C'est paradoxal. Mais voilà, quand on dit ça, parce qu'à un moment donné, il faut prioriser. Il faut prioriser dans quel problème je veux tuer en premier. Mais si vous arrivez à un moment donné où le bond du premier coup, c'est votre culture, c'est ce que vous cherchez absolument à atteindre, à un moment donné, vos déviations, elles vont diminuer. Et à un moment donné, vous allez pouvoir rentrer dans une culture où vous refusez que même des déviations qui ont peu d'incidence ne reviennent. Parce que vous aurez, grâce au bond du premier coup, dégagé du temps aux équipes pour aller traiter les sujets. Aujourd'hui, si moi je dis dans l'investigation de déviation efficace avec la matrice gravité, détectabilité occurrence, on va aller investiguer un peu moins en profondeur les mineurs et accepter de prendre le risque qu'elles reviennent. Pour autant, derrière, quand on fait de la recherche de cause primaire, on peut quand même trouver des CAPA qui vont éviter que ça revienne. Mais peut-être qu'elle sera pas ultra pertinente et peut-être qu'on va faire fausse route, mais donc elle peut revenir. Ok, parce qu'aujourd'hui, les équipes, elles ont pas le temps. Ouais, t'as d'autres chats à fouetter, quoi. De se pencher convenablement sur les déviations, donc au moins qu'elles se penchent convenablement sur les déviations les plus critiques. Mais petit à petit, avec une culture du bond du premier coup, ce temps, tu vas le gagner parce que tu vas enlever plein de tâches qui te prennent du temps, qui te bouffent du temps, des heures, etc. parce que t'as pas fait bon du premier coup. Et petit à petit, c'est une démarche longue, lente, mais qui paye. Petit à petit, tu vas te retrouver en fait à gagner, à avoir des gens qui ont plus de temps et donc tu vas pouvoir aller aussi t'attaquer à des problèmes un peu moins graves. Et en fait, le monde parfait, ça serait effectivement d'avoir une usine qui fonctionne avec les gens qui sont là en mode on anticipe les problèmes dans 80% du temps et 20% du temps on traite des problèmes qui se sont produits. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas l'inverse. C'est 99% du temps on traite des problèmes et 1% du temps on anticipe. Franchement, je vois pas, enfin, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une qualité préhistorique. Bon, vraiment, hein, je pèse mes mots, mais c'est la préhistoire de la qualité, là où on en est encore aujourd'hui. Et en 2020, je me dis, c'est fou, quoi. Ouais, c'est que les gens sont ont le nez dans le guidon, quoi. Ils sont. Mais parce que les gens, ils font ce qu'on attend d'eux, quoi. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes directeur qualité, ne vous lancez surtout pas dans un projet de dire on va faire du bon du premier coup. Non, c'est pas un projet qualité. C'est une stratégie d'entreprise. C'est une stratégie au moins de directeur de site. Au mieux de directeur industriel. C'est une stratégie. Ça peut pas être le projet porté par la qualité. Je suis désolé, mais si c'est un directeur qualité qui porte ce projet, directement, tout le monde va se dire ouais, c'est encore la qualité qui nous rajoute un truc, c'est sa nouvelle lubie, etc. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, producteur, de faire bon du premier coup? Puis alors, peut-être que vous allez vouloir expliquer tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais vous arriverez pas à le convaincre. On va parler des biais cognitifs, mais les biais de confirmation, les biais narratifs du patron de prod, c'est la qualité, c'est des contraintes, et faire bon du premier coup, ça va juste nous rajouter des contraintes supplémentaires, on va pouvoir produire moins, on va devoir produire moins vite, machin, etc. C'est sûr. Donc le bon du premier coup, c'est une vraie stratégie industrielle. C'est pas une petite lubie ou d'une personne dans un atelier. Alors peut-être qu'un responsable d'atelier, allez, comme on a eu il y a 2 semaines Yann, peut-être qu'une personne comme ça pourrait se dire, il y a 1 mois, pardon, peut-être qu'une personne comme ça pourrait se dire, moi je veux piloter mon atelier par le bon du premier coup, et je vais le faire, et je vais l'implémenter. Il peut arriver, lui, dans son atelier, à implémenter et à mettre en place une démarche et une culture du bon du premier coup à l'échelle de son atelier. Ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit prêt à se battre au quotidien parce que il va se frotter pas à cause des gens dans son équipe, mais parce que lui, ce qu'on va attendre de lui, c'est les délais, les coûts, les machins, les trucs. Alors ça va arriver grâce au bon du premier coup, mais les premiers mois,
La première année, ça va être très dur parce que du coup, il va se prendre des cartouches et il va peut-être même se faire dégager parce qu'il sera pas au rendez-vous sur les indicateurs tels qu'ils sont construits aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps, mais après, par contre, s'il arrive à imposer ça, derrière ces indicateurs, il sera le meilleur de toute son usine, quoi. Et il va aussi se frotter du coup à tous les mecs qui sont pas voilà, mais moi l'investigation, mais moi le machin, c'est pas dans ma définition de fonction, moi je le fais pas machin. Du coup, ils feront pas. Enfin, tu pourras pas emmener les gens qui sont pas sous ta responsabilité, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une vraie stratégie d'entreprise, quoi. C'est clair, hein. C'est clair et net. Et après, le bon du premier coup, il y a le bon du premier coup du produit, mais comme je disais tout à l'heure, hein, pour moi, je parle de livrable. C'est un truc bête, hein. Moi, j'ai fait quelques projets dans la supply il y a quelques années. On avait une partie, c'était l'adhérence planning. Quel responsable de prod ne se plaint pas de son planning qui change tout le temps? parce que finalement la matière elle est pas libérée, parce qu'on a eu un problème, parce que machin. Moi je connais pas un site où le planning il change pas tout le temps, et l'adhérence planning c'est un enjeu pour les sites, c'est un enjeu pour le responsable de prod. Et donc là-dessus t'as deux choses. Un, faire bon du premier coup, ça te permet d'avoir une meilleure adhérence planning parce que t'as moins, comme tu me disais tout à l'heure, de variabilité sur tout ce qui peut rentrer en compte dans ton planning. Et deux, ça permet aussi, du coup, de se dire, je vais mesurer le bon du premier coup de la conception de mon planning. Comment je conçois mon planning pour que à 4 semaines, je sois sûr que ce que je mets maintenant, dans 4 semaines, c'est sûr que ça passera. Avec une adhérence planning à 90%, donc une chance sur 9 que parce que j'ai eu une panne sur une machine, ça arrivera toujours, voilà. Mais c'est donc à la fois les process autour qui permettent d'alimenter ma prod qui vont être bons du premier coup, et du coup mon planning il va être mieux tenu, mais aussi moi mon process de production de ce planning qui va me permettre d'avoir un planning bon du premier coup. Exactement, ouais. Et donc le bon du premier coup, ça s'applique à tout, au planning, aux délais, les délais de CAPA. Les délais de CAPA. Le premier truc à faire pour avoir moins de CAPA hors délai, c'est de définir des délais qui sont pertinents. Mais tu les définis pas comme ça en sortant du chapeau ou en disant tiens on va le mettre pour décembre de l'année puisque c'est la fin de l'année, c'est super génial. Non, tu mets en place voilà une évaluation de ta charge capacité, tu mets en place t'as tout un tas de trucs et après tu peux définir tes délais de CAPA bons du premier coup et du coup t'as moins de hors délai sans mettre de pression aux gens, juste tu les pilotes après, mais tu mets pas la pression aux gens parce que en fait t'as défini ton délai correctement. Donc t'as défini aussi ta CAPA correctement. Donc tu vois, le bon du premier coup, ça s'applique à tout. Les délais de libération. J'ai communiqué un délai de libération à mon client, mais voilà, comment est-ce que je l'ai défini pour qu'il soit bon du premier coup. Donc ça s'applique à tout. Un autre truc aussi qui me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser sur le TRS. Du coup, le TRS, quand tu le décomposes, c'est 3 choses. C'est les arrêts organisationnels, les arrêts techniques et la disponibilité machine, c'est-à-dire le temps que tu passes à produire des produits conformes pendant le temps d'ouverture. Donc déjà, quand tu fais bon du premier coup organisationnel, tu vois, tu peux l'améliorer. Par exemple, si jamais tu as un changement de format, tu t'aperçois que ton nettoyage était mauvais, boum. Ça, c'est pareil, tu perds 2-3 heures de renettoyage derrière. Ça, tu peux l'améliorer. Ensuite, technique, pareil pour ta maintenance. Si jamais ils font des interventions bon du premier coup, ils arriveront à... Enfin, du coup, les arrêts techniques vont diminuer et au final, tu arriveras à gagner du temps là-dessus. Et un truc qui est trop marrant, c'est pour la disponibilité. Alors là, je sais pas, hein, mais je suis pas sûr que si jamais dans ton TRS, du coup tu le calcules, enfin je me demande comment c'est foutu sous le capot, hein, mais une semaine tu vas produire, tu dis ah la vache on a un TRS de 80% sur cette ligne, et du coup 5 semaines plus tard, ou je sais pas 4 semaines plus tard, tu t'aperçois que tout ce que tu as produit, du coup à l'analyse c'est mauvais. Est-ce que rétrospectivement on va venir défalquer le pourcentage, enfin du coup tous ces produits du TRS de 5 semaines avant pour dire ça en fait tout ce qu'on avait produit avec un TRS de ouf, le plus gros TRS du monde, en fait du coup c'est 0.
C'est Et ça, du coup, ça rentre peut-être dans le coût de non-qualité. Ton TRS, tout le monde va faire ouais, bien ouais, je TRS 80%, mais au final, coût de non-qualité augmente, mais du coup, TRS toujours à 80%. Du coup, là, il y a clairement un problème quelque part. Si tu prends un exemple extrême comme tu viens de prendre en disant un TRS à 80% et puis finalement c'est zéro parce que je pense qu'à un moment donné il va être défalqué, mais bon, ok. Un monde peut-être plus réaliste, on va dire, où t'intéresses à aller j'arrive plus à suivre d'ailleurs où on en est dans les TRS dans la pharma, mais un peu plus bas, on va dire aller à 60% et puis tu te rends compte que t'as une déviation qui fait qu'en fait en vrai si tu recalcules ton TRS en prenant en compte la déviation, t'es pas à 60%, t'es à 30%. Donc c'est quand même divisé par 2. Mais bon voilà, là il y aura rien de refait sur ton TRS, tu vas augmenter ton coût de non-qualité, tu vas augmenter ton nombre de déviations, tu vas mettre du coup ton indicateur qualité il sera pas bon, ton indicateur productivité il sera bon. Et puis même si je sais pas, du coup pour le bonus de ton patron de prod, tu rediminues son TRS. De toute façon, c'est trop tard, le mal il est fait, t'as communiqué aux équipes, on a fait 60%, ça, ouais. Exactement. C'est super, c'est génial, c'est trop tard. Et tu vas revenir 5 semaines après. Bon les gars, vous vous rappelez quand je vous ai dit on a fait 60%? Bah en fait c'est 30%. Zéro impact. Oh, non mais voilà, donc c'est trop tard. C'est trop tard. Alors le bon du premier coup, c'est vrai que ça c'est un challenge, c'est quand est-ce que tu le communiques, quand est-ce que tu le mesures. En gros, tu fais l'arrêt quand et quand est-ce que tu le communiques. Parce que le TRS, c'est facile, tous les jours, tu peux le communiquer aux équipes. Ouais. Le bon du premier coup, c'est un peu plus difficile de le communiquer tous les jours aux équipes parce que à la fin, ton bon du premier coup de ton produit libéré, du coup, c'est entre le moment où tu l'as produit et le moment où tu l'as libéré, il s'est passé quelques jours. Alors après, encore une fois, c'est là qu'est l'intérêt du bon du premier coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux ton bon du premier coup, tu peux le décomposer. Tu peux le décomposer dans toutes tes activités qui sont de la prod jusqu'à la libération. Jusqu'à partir du moment où tu as un livrable. Tu as un livrable, enfin, tu sais, même dans toutes tes étapes de ton process. Tu décomposes ton process. De toute façon, c'est des entrants, un truc qui se passe, un livrable. Et du coup, là, tu peux, à chaque fois que tu as ça, du coup, tu peux mettre un bon du premier coup. Ouais, mais du coup, imagine le même exemple que ce que tu viens de dire. T'as produit un truc, tu dis, on a un bon du premier coup, trop bien, je suis pas en sortie de conditionnement. Et puis en fait, au moment de relire le dossier de l'autre, tu te rends compte qu'on s'est planté sur toutes les mentions variables. Et là, tu retournes voir tes opérateurs, tu dis, non, en fait, c'était pas bon du premier coup. Donc c'est là où c'est un peu sioux, malgré tout. Moi, je pense que c'est le bon du premier coup à la libération, quoi. Comment ? C'est là tu le vois à la libération le bon du premier coup, donc tu l'as avec ton temps de traversée de retard, quoi. Oui, non, bien sûr, mais du coup tu peux aussi imaginer d'autres découpages de ton bon du premier coup, et le bon du premier coup de la production de ton lot, c'est pas forcément de dire on a produit sans arrêt ou sans panne, quoi. Faut le voir autrement, quoi. C'est peut-être, je sais pas, faut réfléchir un peu, mais c'est intéressant. C'est intéressant de se dire comment est-ce que tu mesures, comment est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu fédères les équipes au quotidien autour du bon du premier coup. Tu vois ? Ouais, parce qu'elles ne peuvent pas être fières. C'est ça, que la force du TRS, c'est que tu peux faire du feedback court. C'est vraiment quotidien, quoi. Alors quotidien, tu peux faire du feedback court sur du quotidien, sur de la revue de dossier de l'eau, mais un bon du premier coup de dossier de l'eau, c'est un feedback pas si court que ça en plus, parce qu'entre le moment où tu l'as produit, que tu as renseigné ton dossier de l'eau, et le moment où il a été la première revue, et elle sort bonne du premier coup, mais après, du coup, tu as encore un tour derrière avec le pharmacien de la fin. Mais déjà un bon du premier coup en sortie de ligne. Déjà. Ça c'est je classe. pense que même si après on se rend compte que finalement il n'est pas si bon du premier coup, si à la première revue tu détectes 0 erreur, là c'est pas mal déjà. C'est déjà quand même pas mal, quoi. Mais bon, c'est pas suffisant, non ? Il faut... Pas si simple quand même. C'est à définir, mais voilà, c'est comment tu fais du feedback court sur ton bon du premier coup alors que c'est un indicateur qui se mesure en bout de chaîne, quoi. À creuser. Bon voilà, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, Arnaud. Ah ouais, quand même. Ouais. Encore une fois, c'est passé vite. Ouais, du coup, on pourrait en parler encore longtemps. Hein. Donc voilà,
c'était notre premier épisode exploratoire. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je pense que c'est pas mal comme concept. Hein. Ça serait sympa de pouvoir... Et j'attends beaucoup... J'aimerais bien que les personnes commentent un petit peu, donnent leur avis, etc. sur le sujet, si eux, ils l'ont dans leur site, comment ça se passe, etc. Ça serait hyper intéressant de le savoir. Ouais, complètement. Ça serait même très, très, très intéressant. Et si vous voulez venir en parler, contactez-nous. Clairement. Ça sera avec plaisir. En conclusion, je dirais quand même que ouais, le bon du premier coup, c'est vraiment livrer des produits dans les temps, sans problème, avec moins de coûts possible et sans stress pour les équipes, quoi. Faut arriver à combiner ces 4 facteurs. Et ouais, et puis c'est... Ok, on l'a dit, on peut mesurer le bon du premier coup sur tout, sur n'importe quoi, sur tous les types d'activités, mais voilà, si on veut se lancer dans une démarche comme ça, à mon avis, il faut commencer par le produit. Ouais, et c'est ça, il faut que ce soit une démarche, une démarche qui vienne, comme ce qu'on dit tout le temps de toute façon, hein, une démarche qui vienne du haut, quoi. Avec, en tout cas, pas du haut, mais en tout cas avec l'appui ferme et du haut, quoi. Ouais, il faut que ce soit une volonté de stratégie industrielle, quoi. Bon, voilà. Alors, du coup, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on nous retrouve ? Eh ben, comme d'hab, déjà le podcast sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Hein, d'ailleurs, sur certaines, vous pouvez nous laisser une petite évaluation, donc n'hésitez pas. Et il y en a déjà eu. Ah, super, cool. Ils nous ont mis 5 étoiles. Oui. Bah voilà, faites pareil. Mettez-nous 5 étoiles. Et non, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça nous permet, nous, d'être mieux référencés aussi, mine de rien. Et, de toute façon, et entre nous, on est les seuls. Voilà. Hein, bon, d'accord. Donc, d'être mieux référencés par rapport à nous-mêmes. Non, et puis du coup, donc les plateformes de podcast, et puis après, bah, comme d'hab, vidéos sur YouTube, un petit peu au ralenti en ce moment, on va pas se le cacher. La prochaine, c'est sur le dossier de l'eau électronique, on revient un peu là-dessus. Mais bon, ça prend un peu de temps. Alors avec le coronavirus, mine de rien, là, on est pas mal occupé, donc ça prend un peu de temps. Et puis après, où est-ce qu'on nous retrouve ? Bah, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est notre je pense que c'est le meilleur moyen. C'est là-dessus que ce soit Paul Adrien ou moi, qu'on partage toutes les news de ce qu'on fait et tous les éléments, que ce soit les vidéos, les podcasts. Voilà, donc je pense que c'est le meilleur endroit où nous retrouver. Voilà, bah merci à tous d'avoir été suffisamment courageux pour écouter jusque-là. Et puis à bientôt dans vos ateliers, comme je dis tout le temps sur LinkedIn. Et puis merci à toi, Paul Adrien. Ouais, merci à toi aussi. Salut. Ciao.